Bonjour, je m'appelle Alain Lalou, je suis médecin de famille au GMFU de Verdun et à l'hôpital de Verdun en soins palliatifs. Aujourd'hui, je souhaite prendre quelques minutes pour partager mon expertise avec vous et faire une petite révision des soins de fin de vie et les placer surtout dans un contexte de pandémie. J'en profite pour remercier tous les soignantes et les soignants avec leur grand cœur et leur grande âme charitable qui sont venus en renfort pour donner un coup de main, que ce soit à domicile ou dans les CHSLD, pour gérer des situations complexes, dont des patients en fin de vie. Et je suis très consciente que pour plusieurs d'entre vous, c'est une première fois. Sans trop tarder, j'aimerais d'abord réviser avec vous euh, les symptômes et les signes de fin de vie afin de pouvoir les identifier et agir rapidement pour les soulager et aussi pouvoir choisir les bons médicaments pour les bons symptômes. Je finirai la présentation en nommant les étapes à suivre et pour éviter ce qu'on appelle la fatigue et l'épuisement de compassion. Quand on parle de fin de vie, ça peut être assez différent selon les contextes. Alors, quand on fait des soins palliatifs, on voit souvent des fins de vie habituelles avec un cancer ou une maladie chronique, où le patient va décliner graduellement de manière attendue et prévisible, et on a quelques mois, quelques semaines, quelques jours pour pouvoir prévoir le coût et accompagner le patient et prescrire nos médicaments et les ajuster et accompagner le patient quand le décès est attendu. Dans un contexte actuel de maladie COVID, les gens peuvent décéder vraiment de manière subite avec un déclin qui est brutal et parfois inattendu. Et ça n'arrive pas juste avec la maladie de la COVID, ça peut arriver dans un contexte d'une autre infection sévère, d'un événement cardiaque ou respiratoire comme une embolie pulmonaire. Alors, dans ce contexte-là, on n'a vraiment pas le luxe du temps. On a besoin de se préparer en quelques jours ou quelques heures seulement. D'où l'importance de reconnaître les symptômes et les signes de fin de vie et d'agir en conséquence. On a 4 catégories de changements ou de signes de fin de vie imminente et je vais essayer de les expliquer un à un dans les prochaines diapositives. D'abord, on va constater une altération de l'état de conscience et on a pas mal de scénarios. On a le scénario typique où le patient va devenir de plus en plus somnolent, voire même comateux. Et un deuxième scénario qui est plus inhabituel, où la personne en fin de vie va rester réveillée, mais va devenir extrêmement irritable ou agitée. Alors, on peut constater que le patient essaie de se déshabiller dans son lit ou débarquer du lit. Et je dis que c'est inhabituel parce que, un, c'est plus difficile à gérer, et deux, ça nous prend toujours par surprise quand on retrouve cette personne décédée au bout de quelques heures. Alors ça s'appelle une agitation terminale et ça peut être aussi un signe de fin de vie imminente. Autre élément important, c'est les changements au niveau de l'hydratation et de l'alimentation. Il y a une constante par rapport à la majorité des patients en fin de vie. Les gens n'ont plus faim, ils n'ont plus soif et ils n'ont plus la capacité physique de s'hydrater ou de s'alimenter. Alors, les soignants, pleins de bonne volonté, des fois, vont vouloir essayer de les hydrater ou de les alimenter, mais ça peut être quelque chose de dangereux parce que dans ce cas de figure-là, le risque d'étouffement est augmenté. Alors, en fin de vie, on respecte cette incapacité à boire et à manger. On va accompagner le patient en lui offrant des soins de bouche, par exemple, et on va éviter l'hydratation intraveineuse car elle contribue à plus de souffrance en contribuant à des œdèmes et en augmentant les sécrétions respiratoires. En parlant de respiration, c'est aussi quelque chose qui a tendance à changer en fin de vie. La respiration, comme j'ai mentionné, en présence de sécrétions, va devenir plus encombrée ou bruyante. La respiration peut devenir plus rapide, on parle de plus de 24 respirations par minute. La respiration peut devenir laborieuse. Le patient ou la patiente va utiliser ses muscles accessoires du cou intercostaux et de l'abdomen pour respirer dans cette situation de détresse. Finalement, en toute fin de vie, la respiration peut devenir irrégulière avec une alternance entre des respirations plus superficielles et rapides et des pauses respiratoires. Il est à noter que dans la majorité des cas, les difficultés respiratoires vont s'accompagner d'anxiété et d'agitation.
Finalement, quand le patient ou la patiente a une altération de son état de conscience, eh ben, la communication va devenir pas mal limitée et la personne va plutôt gémir en fin de vie. Et je peux vous dire que les gémissements sont fréquemment difficiles à décoder. Alors, ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'une position inconfortable dans le lit où il faut replacer le patient. Des fois, ça peut être aussi un signe de rétention urinaire ou de globe vésical ou tout simplement de culottes d'incontinence qui sont souillées. Par contre, les gémissements peuvent signifier que la personne est en douleur et donc il faut devenir un peu plus à l'aise à évaluer la douleur chez le patient non communicatif. La douleur va se manifester par des gémissements, mais aussi par un corps crispé, une position antalgique. Il faut aussi penser à la douleur chez les personnes qui vivaient avec une douleur préexistante à la condition de fin de vie et qui, dans ce contexte-là, ne sont plus capables de prendre leurs médicaments habituels par la bouche et donc qui vont avoir une recrudescence de leur douleur. Et donc, dans ce cas de figure-là, il faut être vraiment rapide à agir et substituer les médicaments qu'ils ne peuvent plus prendre par la bouche par des médicaments sous-cutanés. Quand on identifie qu'un patient est en fin de vie, on a une urgence d'agir. D'abord, c'est important de vérifier et de valider les niveaux d'intervention médicale en discutant avec le médecin traitant et avec la famille de la situation à laquelle on est confronté. Il est bien évident que si on fait face à un niveau de soins A ou B et que le patient a besoin de soins aigus, on va parler d'un transfert à l'hôpital. Ma présentation est beaucoup plus axée sur les niveaux d'intervention médicale C et D où les interventions vont viser le confort et peuvent se faire dans le milieu de vie habituel du patient, que ce soit à domicile ou bien évidemment en CHSLD. Alors, l'étape numéro 1, c'est de communiquer dans un contexte de fin de vie. Des fois, les personnes oublient que la personne dont ils prennent soin, même si elle est inconsciente, peut souvent les entendre et les sentir. Alors, c'est très important de rester calme et empathique. Calme, pourquoi? Parce que la panique est contagieuse et on veut bien évidemment expliquer la situation au patient et se montrer très rassurant en nommant le fait qu'on va être présent et surtout qu'on va tout faire pour les aider et pour les soulager. Très important aussi de communiquer avec les proches aidants, de les aviser de l'altération de l'état du patient et d'une fin de vie proche et imminente. On veut le faire de manière calme et empathique et on veut aussi nommer tout ce qui va être fait pour aider et soulager la personne en fin de vie. Habituellement, on propose aux proches aidants d'être présents et d'accompagner les personnes en fin de vie. Cependant, dans le contexte actuel de la crise COVID, les visites sont un peu plus compliquées et encadrées. Donc, je vous invite à vous familiariser avec les protocoles de visite dans le milieu où vous travaillez et aussi de vérifier s'il y a la possibilité d'utiliser une tablette numérique pour permettre aux familles de communiquer virtuellement avec la personne en fin de vie si les visites en personne ne sont pas possibles. Étape numéro 2, encore là, ça peut sembler vraiment très simple, mais c'est extrêmement important de s'assurer que le patient est confortable physiquement. Avant même de commencer des médicaments, on veut s'assurer que le patient est bien positionné dans son lit, que la tête de lit est relevée à 45 degrés et que le corps est soutenu par des coussins dans une position qui est confortable. On veut cesser les manipulations non nécessaires, donc c'est pas le temps de faire des prises de sang ou des signes vitaux. On veut vraiment éviter d'agresser le patient dans ses derniers instants de vie. On peut installer des lunettes nasales si on voit qu'il y a un besoin au niveau respiratoire. Et là, on va se limiter à un 2 litres pour le confort. On ne vise pas de saturation. En réalité, l'oxygène, la manière qu'il aide, c'est que le petit flot que la personne en fin de vie ressent sur le bord de ses narines est ce qui aide le plus au niveau de la dyspnée. Finalement, si on suspecte une rétention urinaire, on peut installer une sonde. Et si on est pour le faire, on veut le faire de manière très délicate et offrir un antidouleur ou un anxiolytique avant l'installation. Bien évidemment, en fin de vie, si la personne est inconfortable, il y a des médicaments qu'on peut prescrire pour soulager les symptômes typiques d'une fin de vie. Alors, on a des protocoles de détresse respiratoire qu'on va prescrire et administrer si la respiration est rapide ou laborieuse. On parle d'opiacés en sous-cutané.
avec des anxiolytiques en sous-cutané qui vont ralentir le rythme respiratoire et diminuer l'anxiété associée à la respiration difficile. On peut administrer aussi des médicaments qui vont assécher les sécrétions, comme le Robinul ou la scopolamine, quand la personne a une respiration encombrée. Et finalement, si on voit que la personne reste anxieuse ou agitée en fin de vie, il y a une possibilité de donner des anxiolytiques, des antipsychotiques ou du phénobarbital. Je n'ai pas nommé les médicaments en tant que tels. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en période de pandémie, on va avoir des substitutions, certains médicaments vont manquer, alors je préfère que vous vous référiez aux prescriptions qui sont faites dans le dossier de chacun des patients et les médicaments disponibles dans votre milieu de soins. Finalement, un petit mot sur les perfusions sous-cutanées continues. C'est quelque chose que moi, je préfère en fin de vie. Pourquoi? Parce que, comme le nom le dit, c'est en continu, donc ça permet un soulagement assez stable et durable dans le temps. Deuxièmement, ça évite à notre personnel soignant de devoir remplir et préparer des seringues et injecter à tout bout de champ. Et c'est une belle manière de combiner aussi des médicaments. Alors, on a des perfusions avec des sacs où on a seulement des opiacés benzo, opiacés antipsychotiques ou une combinaison des trois. On peut les administrer soit à travers un perfuseur programmable dans les milieux de soins qui en possèdent. Sinon, l'alternative, c'est une pompe élastomérique qu'on appelle un biberon qui est pré-rempli et fourni par la pharmacie, soit de la communauté ou de l'institution. Ces médicaments sont bien évidemment donnés en injection sous-cutanée. Petite révision rapide, on peut donner ça sur les bras, sur le thorax ou le ventre, mais dans un contexte de COVID, on va favoriser le haut des cuisses. Pourquoi? Parce qu'on veut permettre une distanciation physique de la bouche et du nez du patient, surtout si on a des symptômes respiratoires avec de la toux active. Petit mot sur les médicaments et le décès. Quand je fais des soins palliatifs à l'hôpital, des fois, il y a du personnel soignant qui n'est pas habitué, qui se pose la question. Est-ce que les médicaments que je vais administrer vont causer le décès du patient? La réponse, c'est que avec ou sans médicaments, la personne va décéder de la condition médicale qui l'a mise dans cet état-là. Avec les médicaments, on va s'assurer que la personne décède dans le confort et dans la dignité. Et non, ce n'est pas les médicaments qui causent le décès, c'est plutôt la maladie. Quelques minutes pour parler de conseils particuliers dans le contexte de la COVID-19 en fin de vie. La fin de vie de la maladie COVID peut se présenter avec des symptômes d'installation rapide. Alors, ça peut être des symptômes extrêmement, je dirais, frustres, comme de la fatigue, la confusion, de la somnolence et de l'inappétence. Je veux juste vous dire que la fièvre n'est pas toujours présente et les symptômes respiratoires non plus. Alors, il faut juste être vraiment très vigilant, être à l'affût des signes et des symptômes et de se préparer à une éventuelle détérioration du patient. On a, avec notre expérience personnelle en soins palliatifs et à travers les lectures qu'on a faites par rapport aux collègues ailleurs, en Italie, en France et aux États-Unis, qu'on a deux cas de figure ou deux scénarios de fin de vie COVID. Alors, les personnes qui sont frêles, qui sont très fragiles, vont décéder rapidement, souvent à cause de la somnolence et la déshydratation dans les premiers jours de la maladie. Les personnes qui sont un peu plus fortes, plus corpulentes, ne vont pas décéder de déshydratation, mais plutôt de symptômes respiratoires d'installation un peu plus tardive autour de la journée 7 ou 10 de la maladie. Et ces personnes-là vont nécessiter évidemment des médicaments pour gérer la détresse respiratoire. Alors, quand on parle de détresse respiratoire dans le contexte de la COVID, elle peut survenir extrêmement subitement. Deuxièmement, le rythme respiratoire a tendance à être beaucoup plus élevé que nos détresses respiratoires typiques et par ailleurs être réfractaire à des doses élevées d'opiacés. Alors, on peut donner des protocoles de détresse et on voit que le rythme ne ralentit pas. Ce qu'il faut miser, c'est vraiment sur la sédation pour que la personne soit bien soulagée malgré le fait que le rythme respiratoire est augmenté et cela peut être fait à travers les benzodiazépines, les antipsychotiques ou les anticonvulsivants. L'autre chose qu'on pourrait favoriser dans ce genre de contexte-là, c'est une perfusion sous-cutanée continue. Alors, autre chose qui est importante, c'est de se protéger. La question, c'est comment se protéger. La santé publique nous dit qu'en contexte de fin de vie, des précautions, gouttelettes, contact plus sont suffisantes et je vais vous
reparler de tout ça. La confusion existe parce que en fin de vie, les personnes vont avoir souvent un rythme respiratoire à 24 ou plus, vont des fois nécessiter plus d'oxygène. Et donc, la question c'est, est-ce que c'est nécessaire de porter des masques N95? La réponse est non. Dans les milieux de vie où on ne va pas faire des procédures qui vont entraîner des aérosols, on n'a pas besoin de précautions aériennes, donc pas besoin de masque N95. Pour réviser rapidement, on a besoin d'un masque chirurgical simple. On a besoin d'une visière ou des lunettes de protection. On a besoin d'une blouse et de gants. L'hygiène des mains est aussi extrêmement importante. Finalement, on veut éviter toutes les manipulations qui vont entraîner des aérosols. Donc, pas de ventimasque, pas de ventilateur dans la chambre pour créer de courant d'air. Et si la personne a vraiment des symptômes respiratoires très actifs comme de la toux, on veut éviter dans ce contexte-là de faire des soins de bouche ou trop se rapprocher avec des instruments dans la bouche. Mot de la fin. Encore une fois, merci d'être là et merci de nous aider. Cependant, je réalise que c'est quelque chose d'extrêmement difficile de voir les gens souffrir, de voir les gens mourir et de se sentir impuissant va souvent causer de l'épuisement de compassion. Et la seule manière de survivre à ce stress-là, c'est de focaliser sur tout le bien qu'on fait en aidant les personnes en fin de vie. Très important aussi de prendre soin de soi en rechargeant nos batteries avec de l'amour, du sommeil, du repos, de l'alimentation et de l'exercice et faire preuve de beaucoup d'autocompassion. Merci pour votre attention. Si vous avez plus de questions et vous avez besoin d'informations sur les soins palliatifs en général et sur les soins de fin de vie en COVID en particulier, je vous réfère au merveilleux site québécois de paliscience.com. Bon courage!